a marché, c'est ouf. Ça a marché. Bon. Bonjour Samy. Bonjour. Non, c'est incroyable, le live va pas cracher. Bon, comme promis, hein, je vais vous parler de Pokémon, hein, forcément. Donc Pokémon Écarlate et Violet, les tout derniers sortis. Hein. Évidemment, j'ai acheté le double pack parce que je suis un énorme Yankee. Mais voilà. Bref. Ah oui, non, un Yankee. Ah. C'est pas pareil. C'est le Verlan de client. Ça veut dire que j'achète n'importe quoi. De clients. Ah, ok. Tout simplement. J'ai beaucoup Pour d'anecdotes. briller en société. C'est vraiment pas mal. Et donc voilà, Pokémon Écarlate et Violet, tout dernier sorti de la licence, hein, comme on l'avait dit, ils sont sortis fin novembre, j'ai plus la date exacte. Et effectivement, Maël, ton animé préféré, là on va pas parler de l'animé. Hein. Écarlate et Violet, c'est un jeu que j'ai pu finir entièrement entre temps, hein, puisque la chronique a pris un peu de temps. Et donc on va en parler tout de suite. Et j'ai retenu la leçon de la chronique Pokémon Legends, où j'ai compris qu'il ne fallait pas être objectif et que si on donnait des points négatifs pour équilibrer, les gens ne retenaient que les points négatifs, malgré le fait que le positif était bien supérieur. Donc je vais commencer direct par balancer le négatif. De quoi ? Ouais, c'était pas comme ça. T'avais présenté les points positifs et négatifs, mais t'étais un peu de mauvaise foi sur les négatifs, ce qui nous faisait très rire, et du coup, on insistait un peu sur le négatif pour te trigger. Ce qui fait que là, si tu es réaliste face aux points négatifs, que je pense connaître, y a pas de souci. Ah, mais là, c'est très simple. Hein. De toute façon, je vais commencer par le vrai négatif, et après, on n'en parle plus. Donc, on peut commencer tout de suite. Mathis, tu peux afficher le jeu. Et d'ailleurs, il est déjà affiché, c'est énorme. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis sur un lac actuellement. Bon, c'est très simple. Regardez comment c'est lent. Voilà, ça lag. Ça, c'est le vrai gros problème du jeu. C'est que c'est un carnage technique. Mais vraiment. C'est là vraiment le gros défaut du jeu. C'est qu'il lag, même les menus lag. Regardez le temps qu'il faut pour ouvrir un menu. Regardez. Allez, voilà. C'est vraiment le jeu. Donc, la régie qui nous dit acheter ça. Et ouais, le jeu est un carnage technique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que. C'est pas qu'un carnage technique, c'est aussi très très moche. Ça fait partie de la technique. Donc c'est dans le carnage technique. C'est un peu artistique quand même, c'est pas que technique la moche. C'est du carnage. Oui et non, c'est surtout. Ça fait en même temps partie de la technique, il y a des deux. Mais ouais, le jeu est pas très beau, alors c'est surtout l'environnement en réalité. Les modèles, pour le coup, les modèles de personnages ont été nettement améliorés. Et surtout les modèles des Pokémon, qui sont franchement très propres. Il y a eu une grosse upgrade dessus. Il ressemble à rien lui, mais oui. Oh, tu critiques pas mon légendaire. Il est très bien. Je ne ferai. Oui, non, mais j'ai rien à dire sur les goûts et les couleurs. Ouais, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait un animal qui ait deux roues sous lui. T'inquiète. Non, Florent, je suis pas d'accord. Mais bref. En tout cas, les modèles des Pokémon ont été upgrade, notamment, par exemple, les visages, c'est plus juste genre des textures qui sont modifiées pour donner l'impression que t'as une bouche et des yeux qui bougent. T'as vraiment genre des vraies paupières, des bouches qui sont réellement physiques. Mais par contre, l'environnement est absolument lamentable. C'est moche, les textures bougent dans tous les sens. Il y a pas beaucoup de géométrie. Bref, c'est dégueu. Et il y a aussi un autre défaut, et là on peut repasser sur les diapos, sur la diapo suivante. C'est que le jeu, en plus d'être pas très beau et d'être lent, il est blindé de bugs. Alors, si vous cherchez sur internet, par exemple sur YouTube, des trucs genre Pokémon Scarlet, Violet, bugs, vous trouverez très probablement des vidéos avec un florilège de bugs divers et variés. Mais je trouve que ces vidéos sont pas tout à fait honnêtes, puisque des fois elles présentent des bugs qui n'en sont pas vraiment. C'est juste des effets de bord de comment marche le multijoueur. C'est parfaitement volontaire. Et oui, il y a du multijoueur, on va en parler. Et des fois, ils te donnent aussi l'impression que le jeu est complètement injouable. En réalité, 95% des bugs, c'est plus des problèmes visuels. Donc c'est rigolo parce que c'est complètement ridicule, mais ça t'empêche pas de jouer au jeu. En plus que c'est moche.
Il y a des bugs. Après, il y a encore un petit espoir, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils travaillaient dessus, et en février, on doit avoir une mise à jour qui apparemment doit corriger des trucs. Donc on prie fort. Mais à côté de ça, à côté de tous ces défauts, ce jeu, c'est probablement le jeu Pokémon le plus fun auquel on ait pu jouer ces dernières années. Et ça, c'est ouf. On peut passer à la diapo suivante. Donc justement, l'élément le plus positif de jeu selon moi, c'est l'histoire. Donc pour vous résumer un petit peu la trame, concrètement, on est un personnage qui est nouvellement arrivé dans la région de Paldea, qui est donc la région de ce jeu et qui est basée sur la péninsule ibérique, donc c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Vous allez donc rejoindre l'académie Orange ou Raisin, selon si vous avez Pokémon Écarlate ou Violet. Et on peut passer à la diapo suivante. Donc le jour de votre entrée à l'académie, vous allez rencontrer avec votre voisine et future rivale Menzi, le légendaire de votre jeu, qui s'appelle Coraidon ou Miraidon, qui s'est craché affaibli sur la plage à côté de chez vous. Concrètement, ça va devenir votre pote, et il y a un seul mec qui a l'air d'en savoir quelque chose sur lui, c'est Pepper, que vous allez rencontrer un petit peu plus loin. Plus tard sur les deux de l'académie, vous allez aussi rencontrer Pania, qui est en train de se faire emmerder par la Team Star, qui est la team ennemie du jeu, qui semble être un petit peu les mauvais élèves qui sont tout le temps en train de sécher, qui foutent la merde, qui vont harceler les gens. Pourquoi je vous parle de tous ces personnages? C'est simplement parce que chacun d'entre eux va représenter une des histoires du jeu, parce qu'en réalité, il va y en avoir 3. Vous avez 3 aventures possibles que vous pourrez faire dans l'ordre que vous voulez, en parallèle les unes des autres, et chaque mission, entre guillemets, dans ces histoires peut être faite dans l'ordre que vous voulez. Donc la première histoire, c'est celle que vous voyez à l'écran, c'est celle qu'on appelle la Voix du Maître, qui est représentée par Menzi à droite. C'est en gros votre histoire classique de Pokémon. Donc vous allez battre toutes les arènes, vous allez battre la ligue, et vous allez essayer d'obtenir le rang maître, que Menzi a d'ailleurs par ailleurs. Donc c'est une histoire finalement très classique pour Pokémon, mais après elle est toujours appréciable, hein. Surtout, ce qui est très positif, c'est que dans les personnages qui nous sont montrés sur cette route, notamment les champions d'arène, les personnages, ils ont beaucoup de personnalité. Ils ont une histoire, il y a quelque chose derrière eux, et c'est ce qui manquait vraiment à Épée et Bouclier. C'est l'une des grosses raisons pour lesquelles le jeu paraissait complètement vide et chiant, c'est que les personnages, la plupart sont des coquilles vides. Là, c'est pas le cas, et c'est très appréciable. On peut passer à la diapo suivante. Pour la deuxième mission qu'on va avoir, qui s'appelle l'objectif Stardust, où vous allez devoir battre les 5 repères de la Team Star, afin de forcer les boss de chacun de ces groupes à quitter leur rôle, jusqu'à finalement démanteler la team en entier. Et c'est une histoire qui était étonnamment intéressante, qui parle de sujets assez surprenants. Vu la gueule de la team, on s'attendait à se faire chier, et en fait, elle est franchement pas mal. Diapo suivante. La dernière histoire, qui est pour moi de très loin la meilleure, c'est un parfum de légende, où vous allez aider Pepper, donc à gauche, à récupérer des plantes qui s'appellent les épices secrètes, qui sont gardées par des Pokémon dominants, donc en gros c'est des Pokémon un peu géants et très costauds, et donc ces épices secrètes, elles sont censées avoir de grands pouvoirs, et donc c'est là certainement l'histoire la plus intéressante et la plus émouvante du jeu, honnêtement. Donc évidemment je vais rien vous spoiler parce que ce serait vraiment regrettable, parce que c'est vraiment la grosse force de Pokémon Écarlate et Violet, c'est son scénario, son écriture. Pour beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu, c'est probablement une encore meilleure histoire que la 5e génération de Pokémon, donc Noir et Blanc, et surtout Noir et Blanc 2, qui était jusque-là considéré comme le scénario le mieux écrit d'un jeu Pokémon. Dans le jeu, on va traiter de sujets qui vont être parfois étonnamment profonds, et surtout, en réalité, beaucoup de jeux Pokémon parlent déjà de sujets un petit peu profonds, mais ils le font pas vraiment. C'est un peu comme un Disney. Faut gratter la surface avec un regard d'adulte pour comprendre qu'il y a quelque chose de plus derrière. Et là, dans le jeu, ça va pas vraiment être le cas. On va vraiment, s'il se passe des saloperies, on va te le dire sans détour, sans demi-mot. On va te le balancer droit à la gueule, et c'est très impactant, c'est parfois très surprenant, surtout pour un jeu Pokémon, et ça fait plaisir à voir. Mais il y a aussi quelque chose qui aide beaucoup dans cette histoire, c'est notre traduction française. Donc évidemment, je ne sais pas comment écrire le jeu en japonais, mais en français, il est plutôt pas mal. La team de traduction a bien géré.
On peut passer à la diapo suivante pour voir ça d'ailleurs. Il y a plein de références qui sont faites, notamment il y a une référence à Fieldrong, qui est un grand nom de la scène Pokémon française. On a des thèmes qui sont très bien compris dans l'histoire. Par exemple, on a une championne d'arène qui est streameuse. Et évidemment, c'est écrit de manière très excessive, très c'est caricatural, exactement. Mais on comprend bien que l'équipe derrière a parfaitement compris les codes de Twitch, qu'ils les ont parfaitement intégrés, et ces dialogues sont vraiment parfaits, je trouve. Mais malheureusement, après la fin de l'histoire, eh ben, il n'y a plus grand chose à faire, parce que c'est vraiment le plus important du jeu. Donc à part finir des tâches que vous n'aurez pas fait. Ça dépend de comment tu joues. Moi, Ouais, je dois être à une centaine d'heures, mais en ayant papillonné un petit peu autour, en n'ayant pas fait que l'histoire. Donc, Je pense je pense. qu'en une quinzaine d'heures, même pas, tu as vu toute l'histoire. Mais c'est vraiment en te concentrant uniquement sur l'histoire. Et encore, vu qu'il y a la montée de niveau, je pense que t'en as quand même besoin d'un peu plus de temps, le temps de farmer. Un jeu de 15-20 heures, c'est déjà un bon jeu. Ah oui, on est quand même sur un temps qui est plutôt pas mal. Mais C'est c'est le juste. temps habituel des Pokémon, 15-20 heures. Mais c'est juste que généralement dans des jeux Pokémon, t'as pas mal de contenu post-game, donc après avoir fini l'histoire. Là, c'est beaucoup moins le cas, c'est beaucoup plus réduit. Mais bon, au moins l'histoire est vraiment très bien, donc c'est pas si grave. Enfin, ça dépend pour certains. Je connais des gens qui sont très accrochés au post-game, donc forcément ils sont un peu déçus. Mais moi, par exemple, qui est vraiment très attaché à l'histoire dans les jeux Pokémon, forcément, je suis pas déçu du tout. Donc là, on peut. Oula, t'es allé un petit peu trop loin, mon cher Mathis. On peut afficher le jeu. Ah, très bien. Donc, ce jeu, ce qui est très important, c'est que c'est pour la première fois un véritable open world. Si vous vous souvenez de Pokémon Legends, par exemple, c'était pas vraiment un open world. C'était plus comme un Monster Hunter où vous aviez plusieurs grandes zones open world qui étaient complètement séparées, que vous deviez choisir par un menu dans les options centrales. Ici, c'est un open world complet. Vous pouvez aller absolument n'importe où vous voulez, du moment que vous y arrivez à trouver le chemin. Le prix, malheureusement, c'est que vous avez plus d'intérieur. Dans les villes, donc là, il y a une ville un peu plus bas, par exemple, vous n'allez plus pouvoir rentrer dans les bâtiments, contrairement à des Pokémon plus anciens. C'est tout l'action du jeu a été mise réellement sur cet open world, sur le fait de pouvoir se balader absolument n'importe où. Donc c'est n'importe quoi ce Pokémon. ah bah c'est ton légendaire, hein. Il est fait pour ça. Donc voilà, je ne peux pas rentrer dans une maison, par exemple. Il y a un autre détail sur le fonctionnement de cet open world, c'est qu'il n'y a pas de scaling, c'est-à-dire que le niveau des zones est prédéfini. Chaque zone a son propre niveau, et ça impose donc entre guillemets un certain ordre dans l'histoire, même si je vous ai dit qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Donc il y a forcément des gens qui vont le regretter parce qu'ils préféreraient que la difficulté soit liée au niveau moyen de leur équipe. Mais d'un autre côté, ça te permet le challenge de pouvoir faire les choses dans l'ordre, dans le mauvais ordre, d'aller dans une zone qui est plus haut niveau que toi. Et ça assure aussi une certaine cohérence, puisque bah, tout est prévu pour un certain niveau avec certains Pokémon, donc tu es sûr de pas pouvoir tu vas pas aller attraper un Pokémon qui est de beaucoup trop haut niveau pour toi et aller rouler sur le jeu derrière, par exemple. Et cet open world, ce qui est bien aussi, c'est que je le trouve franchement plutôt bien conçu. On trouve toujours quelque chose à faire dans le jeu. Il y a toujours un endroit où aller et surtout la map est vraiment immense. Il y a des gens qui ont essayé d'y... ou des conneries comme ça. On pourrait se dire que c'est vide. En réalité, c'est vraiment pas le cas. En tout cas, ça te donne pas l'impression de l'être. T'as des environnements très variés, t'as toujours des choses qui traînent. Tu vois toujours des Pokémon, des objets à attraper. T'as des raids à faire partout. Et ça paraît franchement moins vite que Pokémon Legends. Bon, malheureusement, évidemment, les graphismes le desservent, mais on voit quand même que l'open world est large. Oui. Compliqué, graphisme. Ouais, les graphismes, ils sont durs. Hein. Et il y a des gens qui ont mesuré combien de temps ça prenait d'aller d'un bout à l'autre de la map uniquement à pied. Ça faisait une trentaine de minutes, ce qui est plutôt pas mal. Donc la map est très grande et c'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'il dit, Flo? On va dire une trentaine d'heures et de toute façon, après, tu peux continuer avec la chasse ou autre. Voilà, exactement. Donc on peut retourner sur le diapo maintenant.
Ce jeu, il va aussi avoir donc beaucoup d'éléments qui sont partagés avec Pokémon Legends, dont on a déjà parlé. Donc notamment, on va voir le moteur et la physique du jeu. Ça se ressent beaucoup quand tu te déplaces et qu'on est très proche de Legends. Surtout, on va voir l'interface qui va avoir beaucoup de similarités. Notamment le fait qu'elle se superpose sur tes actions au lieu de te couper comme ça pouvait être le cas dans Épée et Bouclier. Dans Épée et Bouclier, quand tu ramasses un item, tu as un dialogue, tu dois appuyer sur A pour l'enlever. Quand ton Pokémon prend de l'XP, tu as un menu qui s'affiche, qui montre l'XP qui monte, et tant que ça n'a pas fini, tu peux pas continuer de jouer. Là, c'est comme dans Legends, il va juste se superposer à ton jeu et tu vas pouvoir continuer de te déplacer pendant que le menu s'affiche. Ce qui évite de casser le rythme. Dans un jeu open world, c'est assez important. On a aussi des contrôles qui vont être assez proches. Notamment, on a le fait de s'accroupir qui est toujours là. On va pouvoir zoomer sur un Pokémon, ce qui va nous permettre de savoir notamment si on l'a déjà capturé ou pas. On va pouvoir lancer une Pokéball sur ces Pokémon pour pouvoir lancer un combat, en plus de pouvoir juste rentrer dedans pour lancer le combat comme dans les Pokémon habituels. Donc tout ça c'est assez proche de Legends finalement, mais il n'y a pas que ça. Si on retourne sur le jeu par exemple, pour vous montrer l'exemple, donc en plus de tout ça, on va pouvoir garder le fait de faire des combats sur place. Donc avant dans Pokémon, quand vous rentrez en combat, vous y aviez un environnement à part complètement séparé. Là, on voit, pareil, c'est fluide. On reste sur le même endroit où on était. Contrairement à Legends, on va pas pouvoir déplacer son dresseur dans le combat. Mais par contre, on peut tourner la caméra, ce qui est totalement nouveau dans Pokémon. On va gagner aussi un truc qui semble un petit peu étendu de la fonction de Pokémon Legends, c'est de pouvoir balancer sa Pokéball pour que son Pokémon ramasse des objets, par exemple, ou des ressources. C'est la fonction en avant. Donc la fonction en avant, elle va vous permettre d'envoyer le premier Pokémon de votre équipe se taper dehors. Là, je l'ai envoyé sur un item. Là, voilà, je l'ai envoyé contre ses Pokémon. Donc il va tabasser les Pokémon dans l'Overworld, tout à fait normalement. Ça s'appelle du harcèlement, ça. Ça s'appelle du farming, surtout. Donc ça peut être un gros gain de temps. Oui, effectivement. Ça peut être un gros gain de temps pour mettre plein de Pokémon KO. Aussi, c'est beaucoup plus rapide, évidemment. Le coup que ça, c'est que donc, ça vous rapporte moins d'expérience quand vous mettez KO un Pokémon de cette manière. Ça a quelques avantages, comme le fait que un Pokémon lancé en mode en avant ne va pas mettre KO un Pokémon Shiny, ce qui peut être très important pour ceux qui les cherchent. Et vous ne pouvez pas envoyer en avant un Pokémon qui est trop faible pour se battre. Il va juste refuser s'il va être mis à KO. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Salaud. Donc on parlait de l'interface, donc il y a des éléments de Legends qu'on retrouve. Là on a aussi un petit peu de mélange avec épée et bouclier. Je vais vous montrer ça. Notamment on a un gros remaniement du menu principal du jeu, ce qui est vraiment très important. On va avoir l'équipe qui va être directement présente sur ce menu, au lieu devoir aller dans un menu en plus. Dans ce menu, on va aussi pouvoir directement accéder aux boîtes PC à tout moment. On a tout plein de raccourcis qui sont fournis, notamment le soin auto qui est tout nouveau. C'est le soin auto, donc si j'appuie sur moi, hop, il va soigner tout seul mon Pokémon. En fait, il va prendre ce qu'il faut dans mon sac comme potion pour le soigner correctement, au lieu que j'aille fouiller loin dans mon sac pour trouver ce que je veux. On va aussi avoir... C'est fou que ce type de fonctionnalité, ça arrive que maintenant. Ah bah, les RPG, ça met du temps à évoluer, hein, surtout sur les interfaces. Franchement, dans Pokémon, on est bien naughty. Quand je vois d'autres RPG, on est plutôt pas trop mal. Hein. Un autre très gros point fort dans ce menu, c'est le Poképortail. Il va regrouper absolument toutes les fonctions en réseau du jeu, et notamment donc pour permettre la connexion en ligne dans le mode multijoueur, dont on va parler un peu plus tard. Et ça, c'est vraiment important parce que dans épée et bouclier, réussir à faire des choses en ligne, c'était un cauchemar absolu. Je compte pas le nombre de fois où avec un ami, on n'a pas réussi à se voir juste pour réussir à lancer un échange. Là, tout va être regroupé au même endroit. On a des mots de passe pour se connecter à tout. Et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Et c'est une très bonne chose. De plus, donc, comme dans Pokémon Legends, on va plus avoir besoin de passer par ce menu pour accéder à la carte. Elle est directe sur Y. Et c'est pareil pour le Pokédex. Donc vous pouvez y accéder aussi depuis la carte. Mais le Pokédex, avec moi, vous y accédez à tout moment. Et ce Pokédex, d'ailleurs, il est très joli. Il est très bien foutu.
Et si on regarde, genre, tous les Pokémon ont leurs petits artworks qui sont très très sympathiques, sauf les Pokémon que vous n'avez pas encore capturés, évidemment. Mais tous ceux que vous avez capturés ont un artwork très sympa et c'est vachement bien. On va J'ai pouvoir oublié retourner. bibliothèque. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis, Bastien? Ouais, le style bibliothèque, c'est pas mal. Hein. Mm. C'est sympa. Ouais. C'est un très joli Pokédex, je trouve. Ouais, ça fait très encyclopédie. Ouais, exactement. Ouais, ça fait bien le bouquin où t'as dans la bibliothèque. Ouais, ça s'améliore, ça s'améliore. Tout à fait. C'est pas, c'est. Ouais, tu vends mieux ton truc, Samy. Tu vois. T'as commencé à avoir la formule pour mieux vendre ton Pokémon tous les 6 mois. Là. Yes. Tous les ans, attention. Bref. Ah ouais. Je crois qu'on en a 3 maintenant des émissions où tu fais du Pokémon. Ouais, mais Legends c'est particulier parce que c'est un spin-off. Du coup, il était pas vraiment dans le même timing. Mais sinon, c'est tous les ans. Moi, je trouve ça cheap là, cette moto là, ça fait. Ah oui, moi le légendaire. Le légendaire, je trouve ça extrêmement dégueulasse. Mais Ouais. moi j'aime beaucoup. C'est vraiment pour ça que je pense que j'ai vraiment du mal à l'acheter parce que le jeu me tente vachement. Ouais. Et je trouve ça mais tellement ridicule de se déplacer en moto. J'ai l'impression d'être c'est genre un Megazord dans Power Rangers, tu vois, genre. Dans ce cas, peut-être que Pokémon Écarlate te plaira un peu plus, puisque lui, donc concrètement, il vient du futur. Le thème de Pokémon Écarlate et Violet, c'est le passé et le futur. Et donc lui, c'est celui du futur, donc forcément, bon, il est électrique, il a des roues, bref, c'est des néons. Celui de Écarlate, il est dans le passé. C'est n'importe quoi. Ouais, bah ça, c'est les deux, hein, t'inquiète. Mais dans Écarlate, par contre, il a visuellement des roues, mais il galope. Donc c'est peut-être, tu préféreras peut-être, je sais pas. Okay. En tout cas, on peut revenir sur le diapo, mon cher Mathis. C'est déjà le cas? Bah nickel. Mon écran est tout petit donc j'y vois que dalle. Donc justement, on en parle de cette monture. Donc c'est littéralement comme Pokémon Arceus en fait, mais elles sont toutes fusionnées, ce qui les rend vachement plus agréables à contrôler. Je compte pas le nombre de fois dans Pokémon Legends où j'ai failli mourir ou je suis mort parce que j'étais sur la mauvaise monture et que ça s'activait pas correctement. Bah là du coup il y a plus ce problème là. Dans Pokémon Legends tu pouvais parce qu'il y avait des dégâts de chute, mais c'est que dans Legends. Dans ce jeu là c'est pas le cas, heureusement. Et tu es sauvé par un trampoline magique. T'inquiète. Oui, en vrai, littéralement, il y a un truc pour te sauver. C'est ton téléphone est habité par un Pokémon. Et quand tu manques de te casser la gueule, tu te fais rattraper, tout à fait, par Motisma. Tu te fais rattraper par ton téléphone. Donc, t'inquiète, tu ne meurs pas d'un jeu. Mais donc voilà. Donc, toutes les montures sont fusionnées. Elles sont vachement plus agréables. Tant mieux. Donc évidemment, vous allez commencer avec juste donc un saut tout bête qui va pas très haut. Mais au fur et à mesure des missions de la route Un Parfum de Légende, vous allez débloquer plus d'options de déplacement. Donc un saut plus élevé, un sprint, le fait de pouvoir planer ou de pouvoir grimper des murs. On peut changer de diapo. Donc j'en ai parlé plusieurs fois. Les murs, genre petit à petit, ou il saute? Il fait des petits sauts un petit peu. Enfin, en montée, juste il grimpe normalement, mais sur les côtés il saute. Ok. Voilà. Donc tu peux lancer la vidéo d'ailleurs. Donc la grosse nouveauté dont j'ai beaucoup parlé, c'est la possibilité de jouer en coop. Donc dans Pokémon Écarlate et Violet, vous avez la possibilité de vous réunir jusqu'à 4 joueurs pour pouvoir faire tout ce que vous voulez ensemble. Vous pouvez notamment progresser chacun de votre côté individuellement dans votre propre histoire. Même si vous êtes dans la partie de quelqu'un d'autre, vous continuez votre histoire à vous. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les autres joueurs en train de faire leur truc. Les PNJ sont rarement affichés forcément, puisque ça fait partie des cinématiques. Mais vous pouvez voir vos potes en train de lancer des combats ou quoi. C'est aussi un très bel avantage pour la capture, puisque donc, vous le savez sans doute, mais dans Pokémon, vous avez toujours 2 versions. Et dans chacune des versions, vous avez quelques Pokémon qui sont exclusifs. Là, grâce à la coop, vous allez pouvoir réunir des joueurs des 2 versions. Et comme les Pokémon qui apparaissent dépendent du joueur qui est à côté, ça va vous permettre de capturer les exclusifs de l'autre jeu en restant dans votre propre partie et de les capturer vous-même. Ce qui est un assez gros avantage. Ok. Notamment par le fait que quand tu fais un échange, un Pokémon échangé, il va pas automatiquement t'obéir.
à cause du niveau notamment. Et t'as aussi le fait que certains ont envie d'avoir leur propre nom affiché en tant que propriétaire du Pokémon au lieu de la personne qui a capturé de base. Donc c'est un bel avantage. On a aussi donc tout plein de possibilités. Là vous voyez, donc j'ai un pote qui a lancé un pique-nique. On peut ouvrir le pique-nique ensemble. On en parlera après. Il y a des raids, on peut les faire ensemble. Tout est possible à faire ensemble. Et ça rajoute vraiment une dynamique nouvelle dans le jeu qui me semble être évidente pour un open world Pokémon. Et c'est vraiment possiblement l'ajout le plus fun du jeu en termes de gameplay. Ça va rendre certaines tâches qui étaient assez fastidieuses parfois, comme le farming ou le fait de remplir son Pokédex, beaucoup plus amusantes parce qu'on peut le faire à plusieurs. Et c'est vraiment un gros point fort ce mode coop. On peut retourner sur le jeu. Donc je vais aller m'approcher de un petit raid. Hop. Donc on va aller faire un raid. Donc les raids, c'est que... non, c'est pour plus tard, attendez. J'ai un plan, on va suivre le plan correctement. Donc dans ce jeu, on a un gimmick en termes de gameplay. C'est le cas de tous les jeux Pokémon depuis XY. Donc concrètement, c'est juste un élément de gameplay qu'on va voir uniquement sur ce jeu-là. Dans XY, par exemple, c'était la méga évolution. Dans Épée et Bouclier, c'était le Dynamax qui rendait les Pokémon géants. Et dans ce jeu-là, ça va être un truc qui s'appelle la terracristallisation. Concrètement, ça va donner une autre forme à un Pokémon pendant un combat. Et surtout, ça va changer son type. Ce type, donc, je vais vous montrer dans mes boîtes PC. J'ai par exemple ce Tyrannosif. Si le jeu veut bien charger, merci. Donc, son type normal, c'est Roche Ténèbres, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Mais il a un type Terra-Cristal Psy. Ce qui veut dire que si je le Terra-Cristallise, jusqu'à la fin du combat ou juste à être mis KO, il va passer de type Psy. C'est une mécanique qui peut être utilisée qu'une seule fois lors d'un combat. Une fois que vous l'avez utilisé, il faut aller dans un centre Pokémon vous soigner pour le recharger. Donc vous pouvez pas le spammer comme un débile. Ce qui est important avec ce type Terra Crystal, c'est que vous allez garder uniquement les résistances et les faiblesses du type Terra Crystal, mais vous allez garder les boosts d'attaque de vos types d'origine en plus du type Terra Crystal, ce type-là qui va être boosté encore plus. Ah ouais, donc ça commence à faire des bonnes stratégies. Tout à fait. Pour la stratégie, ça peut être ultra important parce que ça peut aussi bien vous permettre d'attaquer encore plus fort sur votre type de base, tout comme vous protéger de ce qui serait normalement super efficace contre votre Pokémon ou de gagner un boost de puissance sur un type d'attaque que vous n'aviez pas normalement. Donc stratégiquement, c'est vraiment important. Donc j'en parlais, j'allais le lancer comme un idiot en oubliant le Terra Crystal, mais vous avez une fonction qui est de retour d'épée et bouclier, qui sont les raids. Le truc qui change, c'est le format de ces raids. Donc comme dans épée et bouclier, ça va se jouer jusqu'à 4 joueurs, et si vous n'avez pas 4 joueurs, ça va être rempli par des bots, et votre but, ça va être de mettre KO un Pokémon qui va être beaucoup plus puissant, et qui va être Terra cristallisé, généralement avec un type différent. Par exemple, ça c'est un Béquipant, normalement il est type au vol. Il n'est pas type fée comme on voit sur l'icône en haut à droite. Donc, je vais partir en solo pour vous montrer. Donc maintenant, contrairement à épée et bouclier, ça va plus être du tour par tour comme du Pokémon classique. On va avoir la possibilité d'attaquer dès que notre Pokémon pourra. Donc c'est entre guillemets en parallèle. Et du coup, en temps réel. En temps réel, plus ou moins. C'est un petit peu compliqué. Okay. Donc évidemment, il va utiliser un timer, forcément, vu que vous y avez plus de tour par tour. Au lieu d'un nombre de KO qui était le cas dans épée et bouclier. Dans épée et bouclier, vous y aviez 3 KO, le raid était fini. Donc là, évidemment, on va pas voir le côté parallèle parce que je suis que avec des bots, mais c'est pas grave. Donc un KO d'un joueur, pas d'un bot, ça va diminuer fortement le timer, que vous voyez en haut d'ailleurs, la barre orange. Ces raids, ils vont surtout donner toujours autant de loot que dans épée et bouclier. Et ça, c'est vachement pratique, notamment pour augmenter le niveau de vos Pokémon. Ça a tendance à donner beaucoup de bonbons qui permettent d'augmenter l'XP rapidement. Le gros problème de ces raids, par contre, c'est que vu que ça se fait donc en temps réel entre guillemets, vous avez remarqué, le jeu est très buggé. Hein. C'est plein de désynchronisation. C'est le vrai problème de ces raids. Sans la désynchro, ce serait franchement pas trop mal.
L'autre défaut des raids, c'est que Game Freak a complètement craqué pendant les événements. Donc régulièrement, ils vont décider, donc, comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup d'items. Régulièrement, Game Freak décide de faire des événements où vous allez avoir des raids d'un Pokémon spécial qui va être plus puissant, qui va avoir des trucs particuliers. Et ils ont complètement craqué sur la difficulté, c'est-à-dire que tu as besoin de créer un Pokémon de niveau compétitif pour réussir à les descendre. Et si tu joues tout seul, c'est foutu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais du coup, c'est le problème. Bref, Bah, un peu de challenge, quoi. un peu trop de Oui. challenge. On va pas C'est un se peu mentir. comme dans les jeux Mario où le dernier niveau est super dur comparé aux autres niveaux. Ouais, C'est ça. sauf que là, c'est des events et ils sont réguliers. Et à chaque fois, tu dois faire un nouveau Pokémon exprès juste pour ce Pokémon. Et ça coûte cher. Ah ouais, mec. Du coup, voilà. Bref. Donc, dans Épée Bouclier, on avait aussi une fonction qui s'appelait le Poké Camping. Et bah là, on va le remplacer par les pique-niques. Donc, le pique-nique, concrètement, comme dans Épée Bouclier, bah, vous allez pouvoir jouer avec vos Pokémon. Concrètement, ça sert à rien. Vous allez balancer un ballon. Voilà. C'est énorme. Ils peuvent taper dedans. Voilà. On peut laver son Pokémon. C'est Ça bien, ils sert, s'en battent bien les Vas-y, couilles. vas-y, envoie un ballon. on peut laver son Pokémon. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert juste à augmenter l'amitié. Ce qui peut servir parce que ça augmente tes chances d'avoir une esquive, des critiques, etc. Mais bon, comme dans Épée et Bouclier, c'est un peu triste parce que bah, c'est mignon 5 minutes, mais il y a beaucoup trop de manque d'interaction pour que ce soit plus que ça. Et c'est Ouais, mais dommage. ça sera réglé dans le 3e Pokémon qui suivra. On verra un jour. Mais surtout, ce qui va être important, Là, ils ont des idées de fonction. ouais, peut-être, on verra, hein. De toute façon, à chaque génération, ils nous trouvent une idée. Faut pas être trop optimiste. Déjà, s'ils arrivent à nous faire un jeu fluide, ce sera déjà pas mal. Ouais, c'est vrai On peut pas tout avoir. Hein. Ouais. Ah non. Faut savoir, hein, tu l'as eu ton open world. Hein. Ah Voilà, bah ouais. là, il est franchement bien, hein. Mais par contre, il lag. Et là, il est pas beau. Mais t'as ton open. Mais surtout, il y a Bon, l'histoire. on s'en fiche qu'il soit pas beau, qu'il lag, ce soit chiant. Oui, en vrai, déjà, s'il laguait pas, ce serait beaucoup plus agréable. À la limite, qu'il soit moche, bon, il est pas, j'en sais pas non plus de la Nintendo 64. Ça se voit que c'est pas très beau, mais Ah non, c'est mais passable. Il est je même veux dire, vachement moche pour ce que c'est. il y a encore des gens qui jouent à du rétro gaming, tu vois. Et pourtant, Ouais, mais personne ne leur dit ouais, rien, ces gens-là. il y a des vieux jeux de 2009 qui sont plus beaux que ça, tu vois. Parce que c'est à garder un petit pastiche, quoi. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Vu sous cet angle, oui, Mais après, ça revient à la mode, les jeux avec des graphismes de PS1. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui font des demakes, et ça, c'est très marrant. Il y a des jeux avec des. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que les gens s'amusent. Ils ont envie de faire des jeux avec la patte graphique d'une autre Le époque. chômage. Le chômage. Bref. Les passions. Revenons au sujet. Donc, le pique-nique, il va surtout, ce qui est important, remplacer le système de pension qu'on avait avant, qui nous permettait jusque-là donc d'avoir des œufs de Pokémon. Vous déposiez 2 Pokémon dans la pension, au bout d'un moment, vous y avez un œuf. Bah là, maintenant, vous y avez accès à tout moment grâce au camping, et c'est en fait la première fois que le système va changer autant. Ça a ses avantages comme ses défauts, mais du coup, bah, à tout moment, vous pouvez avoir un œuf dans le panier de votre pique-nique. Non, faut pas le casser pour le manger. Non, heureusement, on ne peut pas faire ça. Dommage. Bah ouais, mais si t'as un œuf dans le panier de pique-nique, c'est pour le manger. Enfin, moi, ça me Bah paraît. ouais, 10 œufs durs, là. Oh bah ouais, petite œuf dure, ouais, bah ouais, en été, trop bien. Mais du coup, là, ça veut dire que tu peux faire te reproduire que 2 Pokémon qui sont dans ton équipe. Non, c'est tous les Pokémon qui sont dans le pique-nique peuvent se reproduire. Du moment évidemment qu'ils remplissent les conditions. Incroyable. La belle orgie. La belle orgie. Mais du coup, c'est intéressant parce que si tu joues en coop, t'as ton pote qui va rejoindre le pique-nique, il va rapporter ses Pokémon à lui. Et si vous choisissez bien vos Pokémon, vous pouvez obtenir des œufs tous les deux ensemble. Et tout le monde obtient des œufs. Tu joues à 4, t'as une énorme orgie. Tu vois. Incroyable. Et enfin, du coup, l'autre truc que j'ai montré pendant la coop, c'est que on va pouvoir faire des sandwichs dans ce pique-nique.
Donc ça vient remplacer le curry de épée et bouclier qui était un peu nul. Donc dans ce système, on va pouvoir donc fabriquer des sandwichs qui vont chacun donc nécessiter plusieurs ingrédients, comme on peut le voir, et qui vont vous donner quelques petits boosts. Donc ils prennent le nom d'aura gustative. Donc là par exemple, si je faisais un sandwich au jambon, et j'aurais plus de chances de rencontrer des petits Pokémon de combat, j'aurais plus de chances de rencontrer des Pokémon de type normal et de trouver des raids de type sol, par exemple. Donc tout ça, ça va me donner plein de boosts. Notamment, il y a un boost de Shiny qui est un gros avantage pour le Shiny Hunting. Et donc, par exemple, je peux vous faire là rapidement un sandwich qui sert à augmenter les taux de Shiny des Pokémon normales. Ça va être absolument dégueulasse, vous allez voir. Mais on fait ça tout le temps quand on veut des Shiny, parce que c'est vraiment un énorme avantage. Alors, il y a quoi dedans? Il y a des épices secrètes, donc le truc dont j'ai parlé qui est censé être super puissant. Il y a beaucoup de tofu, genre beaucoup de tofu. Putain, mais c'est bon, Vous- la tête. Attends, c'est Attends. toi qui te fais le sandwich là? C'est moi qui fais le sandwich, tout à fait. Donc ça, c'est de la mécanique du sandwich. Je prends les ingrédients, je les place. Si vous les foutez à côté, vous avez des chances de perdre les bonus que le sandwich vous attribuerait normalement. Donc faut pas les faire tomber. Oh, le Caché. tofu avec le steak haché. Avec la Pour, pile de tomates. Attends, C'est les pour- Américains c'est qui pour ont le- fait le jeu. on a des poivrons aussi. C'est végan, non? Là, c'est végan, Ouais, il y a ouais, du mec, tofu. végan. C'est bon, hein, Ouais. c'est végan, t'as du tofu. Et là. enfin, on a les oignons. Et donc là, j'ai le pain duo à mettre. Mais en fait, le pain duo n'est pas compté comme les éléments nécessaires. Donc, vu qu'il y a un risque qu'il fasse tomber les ingrédients, tout le monde fait ça. Voilà, On fait quoi? c'est un sandwich. On le balance dehors, le pain. Donc, il n'y a Ah pas de ouais, pain mais- duo. Donc, Voici, ouais, tartine ou voici le meilleur sandwich que vous puissiez faire dans ce jeu. Et ce sandwich-là va vous permettre de rencontrer quasiment que des Pokémon de type normal, qui ont plus de En chances vrai. d'être shiny, et qui peuvent avoir un instinct. Donc l'instinct, c'est juste un titre en plus qui est encore plus rare. Mais elle arrive à manger tout ça? Non, c'est pas possible. Eh ben si. Visiblement, on arrive à manger ça. Et donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite, eh ben, j'ai obtenu tout plein d'auras qui vont être un énorme avantage. Donc là, pendant 30 minutes, eh ben, je vais avoir plus de chances de rencontrer des Pokémon shiny de type normal. Ah, ok. Ok, ouais, mais Je le partage avant tout, Florent, t'as raison. Bon, par contre, elle, c'est moi, hein, donc Ah, pardon, putain, j'ai dit elle. et j'ai des cheveux, quoi. Mais voilà. Ouais, Bref. ouais. Excuse. Et C'est la enfin, barbe, Il y a c'est pas la de barbe dans les il n'y a pas de barbe, les personnages, ils ont Non, mais- 10 ans, c'est chiant. Mais ouais, Tu s'il vois n'y a pas bien, de moi, barbe, moi, j'ai une comment barbe. on te Si c'est pas reconnaît une bah oui. S'il n'y a pas de barbe, c'est une femme. Voilà, c'est. J'ai fait tomber ma main. Enfin. Voilà. Et là, c'est la conclusion. C'est la dernière partie, on va dire. Et là, c'est le moment où je vais mettre le son du jeu. Donc, bonne chance pour vos oreilles. Hop. J'espère que c'est pas trop fort. Hop, hop. Voilà. Vous l'entendez du coup? Ouais, t'es Hop, hop. Alors, attendez. Il y a Florent qui fait de la guitare. hein. Ah, Attends. Parce que moi, je m'entends. C'est chiant. Ah ouais, mais toi, tu t'entends. Il t'arrange. Ah, c'est bon. Ok, nickel. Donc, vous entendez la musique. Il y a un élément très important avec la musique de ce jeu. Bon, déjà, c'est qu'elle est absolument incroyable. Il n'y a rien à redire. Contrairement à Épée et Bouclier, où il y avait quelques musiques qui étaient un peu désagréables, notamment quand il y avait de la cornemuse. Parce que forcément, on était au Royaume-Uni, donc la cornemuse. Bon, bah voilà. Ah ouais, mais c'est en Écosse. Pas que en Écosse, mais du coup, oui, effectivement. Mais même en enlevant la cornemuse, il y avait des musiques qui étaient pas très ouf dans Épée et Bouclier, j'ai trouvé. Là, franchement, c'est pas le cas. La musique est vraiment très bonne. Et surtout, il y a eu quelques collaborations avec des artistes qui ne sont pas des musiciens de Game Freak habituellement. Notamment dans Épée et Bouclier, il y a un certain Toby Fox, développeur de Undertale et de Deltarune, qui est très connu pour ses musiques dans le milieu du jeu vidéo, qui a eu la chance de composer la musique de la tour de combat d'Épée et Bouclier. Et bah là, il a composé encore plus de choses pour ce jeu-là. Ils lui ont permis de faire la musique de combat pendant les raids,
La Enfin, musique, ils l'ont payé, ils l'ont conditionné. peut-être, je sais pas, je sais qu'ils s'entendent bien, donc peut-être qu'il l'a fait par pur Normalement, plaisir, quand hein. tu fais un Je job, sais t'es pas. payé pour. Tu fais pas ça gratuitement. Je sais pas, moi je travaille pas chez Game Freak. Bref, donc il a fait le thème de combat qu'on retrouve après la fin du jeu dans l'académie. Un thème de combat qui est très très important dans l'histoire, je spoilerai pas, mais concrètement c'est dans la zone finale du jeu. Et la musique de cette zone finale d'ailleurs, il l'a aussi faite. Mais surtout, il a composé une petite musique qui en fait était réarrangée par les compositeurs de Game Freak et qui est utilisée comme thème de zone absolument partout. Donc à chaque fois que vous vous baladez sur le jeu, en fait ce que vous y entendez c'est une reprise de quelque chose qui a été composé par Toby Fox. Donc merci à lui parce que les thèmes sont vachement bien. Mais surtout il y a quelque chose d'assez rigolo à noter, c'est que donc comme dans Legends, on a une musique qui est dynamique, donc qui va changer selon où vous êtes, comment vous jouez, etc. Et là, en fait, on va avoir plusieurs variations d'une même musique. Donc là, vous y entendez cette petite guitare tranquille là quand je suis en train de me balader. Si je monte à dos de monture, cette musique, elle va un petit peu changer. Vous avez commencé à l'entendre. On a un petit peu plus d'instruments, ça bouge un petit peu plus. Et puis si je vais rentrer en combat, et c'est là où c'est vraiment différent des jeux Pokémon précédents, en fait, la musique de combat, c'est une variation de la musique de la zone. D'habitude, dans Pokémon, vous avez une musique distincte pour les combats de Pokémon sauvages, qui n'a rien à voir avec celle du lieu où vous vous trouvez. Et bah là, pour la première fois, c'est une musique qui est basée sur le thème du lieu. C'est le cas dans toutes les zones du jeu. Donc la région de Paldea est en gros divisée en 4 régions, nord, sud, est, ouest, et une zone au milieu que vous accédez qu'à la fin du jeu. Et chacune de ces zones a donc sa propre musique de base, sa musique quand vous êtes en train de vous balader à dos de monture, et quand vous êtes en train de combattre, qui est 3 variations de même thème qui dépendent de cette zone. Et donc, c'est une OST qui est très variée et qui dépend beaucoup donc de là où vous êtes. C'est assez original et personnellement, je l'aime beaucoup. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Donc, conclusion de ce jeu, bon bah c'est un carnage technique, hein, ça c'est un fait. Je ne dirai jamais le contraire. Et j'ose espérer qu'un jour ce sera corrigé. Mais potentiellement pas, malheureusement. On sait Sur que le Game prochain Freak, jeu, Samy, sur le prochain jeu. c'est ce que j'espère. Ce que je me dis, c'est que maintenant qu'ils ont enfin upgrade leur modèle de Pokémon et de personnages, ils vont pouvoir se concentrer sur les modèles de l'environnement déjà. Et peut-être qu'ils vont commencer enfin à recruter des développeurs qui savent faire des open world. Parce qu'on sait que Game Freak ne sont pas des bons développeurs pour des jeux 3D en open world. C'est des mecs qui savent faire de la 2D. Donc forcément. Mais malgré tout, c'est très clairement probablement le jeu Pokémon le plus fun qu'on ait eu ces dernières années. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire que c'est peut-être leur Pokémon préféré ever. Et vraiment, Le plus fun depuis quand? Depuis lequel? Dis les termes, vas-y. bah, Vas-y, dis-les. depuis au moins épée et bouclier, parce que épée et bouclier, on va pas se mentir, on se faisait chier comme pas possible, ce jeu c'est de la oui. merde. Ah, je suis absolument d'accord. Mais même en vrai, depuis les Pokémon 3D, c'est très potentiellement le plus fun, le plus complet. Et Depuis Noir et Blanc? non, Noir et Blanc, c'était encore plus ou moins de la 2D. Il y avait des éléments 3D. Ah, mais... 3D, pardon, mais j'avais pas. mais cela dit, comme j'en ai parlé, l'histoire du jeu est possiblement meilleure que celle de Noir et Blanc. Donc d'un côté, il y a aussi ça. C'est... J'avoue que moi, les Pokémon 3D, je les ai trouvés vraiment un peu nuls tous. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont sympas, mais c'est vrai que globalement, ils ont généralement beaucoup déçu. Et là, c'est probablement vraiment l'ambiance qu'il y a eu sur les fans de Pokémon avec ce jeu-là. C'est quand on commençait à arriver vers les annonces du jeu, tout le monde se disait ah ça va encore être de la merde, j'ai pas envie, ça va être chiant. Et puis finalement tout le monde y a joué et tout le monde s'est rendu compte que finalement Ouais, attends, ça va être il de est la bien. merde, tout le monde a pas vite, ça va être chiant. Tu as payé combien? Alors moi comme j'ai dit je suis un Yankee donc j'ai le double pack, Ouais, donc mais j'ai 2 jeux, donc j'ai un coûté pack, 100 balles. Un pack, c'est combien? Le jeu tout seul, si tu l'achètes en grande surface, là où les prix sont pas abusés, tu l'as pour 15 balles, comme tous les jeux Nintendo. Oui, Si c'est tu comme l'achètes ça. si tu l'achètes sur l'eShop, forcément c'est les prix normaux, donc 60 balles.
Si tu l'achètes à Micromania. Donc voilà, si tu l'achètes à Micromania, voilà. Bah, 100 balles, du coup, à Micromania. Donc concrètement, achetez-le à Leclerc, en gros. Et donc finalement, bah, tous les gens qui ont joué ont dit, bah en fait, il est bien. Contrairement à ce que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit nul, en fait, il est vraiment très bien. Juste, il est moche, il lag, mais on s'amuse. Et ça change. Contrairement à épée et bouclier. Donc, bah, j'espère vraiment que les prochains Pokémon vont aller dans cette direction-là. Parce que quand on regarde, en réalité, en rétrospective, épée et bouclier, c'était déjà le début, les balbutiements d'un renouvellement de Pokémon. 90 $ au Canada. Avec ouais, les Canadiens, les pauvres ça idouilles. fait à peu près 60-70 euros. Quelle idée d'aller au Canada aussi. J'avoue. Il y a... Ouais, du coup, épée et bouclier, c'était peut-être les balbutiements d'un début de renouvellement. Pokémon Legends, c'était vraiment le moment où on a commencé à voir qu'ils étaient enfin prêts à secouer un petit peu la licence, à dépoussiérer des trucs, à tenter des trucs nouveaux. Et là, on voit vraiment que on est vraiment sur une idée d'innovation enfin. C'est les quelques nouveautés de Legends qui sont appliquées à la formule habituelle de Pokémon. On a enfin des vraies nouveautés. On a pour la première fois de l'open world. Donc, il y a de quoi espérer que les prochains jeux vont continuer sur cette ligne de enfin dépoussiérer le jeu. Et on l'espère maintenant qu'ils ont trouvé une formule qui marche, que le gameplay fonctionne, et que on a quelques modèles qui sont propres, qu'on va enfin pouvoir améliorer ce qui est encore raté dans ces jeux-là. Donc j'ai l'espoir pour la suite de Pokémon. Et Mais tu es j'ai quelqu'un vraiment aimé ce jeu. de très plein d'espoir, Samy. Ah bah oui, bah forcément. Aussi. Dans toutes les chroniques Aucun autre Pokémon, sens. la fin tu finis à chaque fois, mais lui il était bien, il avait plein de défauts, mais il y avait un point là. Bah, celui-là, c'est il le cas. était- ouais. Regarde, ce jeu-là, il a beaucoup moins de défauts que Pokémon Legends. Et du coup, peut-être au final, je pense que t'as raison, mais bon, c'est un peu con qu'il faut 5 jeux pour produire un bon jeu. au Bah, final. le problème, c'est que le rythme de développement de Pokémon, c'est une catastrophe. Faut sortir un jeu tous Ouais, les c'est 2 un ans. an. Ah, tous Ouais, les 2 c'est- ans. Bah, tous les ans, genre, t'as un nouveau jeu. L'année d'après, t'as un remake. L'année d'encore après, t'as encore un nouveau jeu. Du coup, c'est tous les 2 ans, faut faire un nouveau jeu. Et à côté, l'équipe ne grandit pas réellement. Les développeurs de Pokémon, c'est assez peu de monde. Et comme les jeux principaux, c'est vraiment pas ce qui rapporte le plus dans toute la franchise Pokémon, forcément c'est de très loin le merchandising. Bah du coup, on peut imaginer qu'il y a sans doute pas beaucoup de budget pour les jeux en eux-mêmes, que le but des jeux pour le reste de la franchise, c'est juste de fournir des nouveaux personnages et de nouveaux Pokémon pour faire des peluches et des cartes. Donc sans doute qu'ils ont le même budget qui est peut-être pas suffisant. Donc forcément, t'as toujours cette limite et t'as l'impression qu'il n'y a jamais quelque chose qui est fait pour essayer de l'enlever. Donc forcément, les jeux ont toujours un problème. Et c'est vraiment ça le Non, gros mais problème de celui-là a l'air Pokémon. mieux. Celui-là, tu vois, celui-là, je vais arrêter d'être un peu médisant face à Pokémon en disant vous êtes comme des joueurs de LoL, vous êtes addicts à une drogue. Wow, 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 Oh. wow. La Oh. comparaison n'est pas justifiée, je pense. Non, non. Non, la Comment comparaison ça est peut-être Non, pas non. justifiée, mais la première chronique de Samy, c'était vraiment ça. Là, ça a l'air d'avoir une vraie histoire, un vrai gameplay. Il y a deux choses qu'on n'attaque pas dans la vie. Pokémon et LoL. Ah là là, bon. Alors, je sais bah, pas si t'en as entendu parler, il y a une combinaison de LoL et de Pokémon. Ou ouais, bah oui, c'est vrai, il y a Pokémon Unite. Bon, le jeu, tout le monde l'a déserté, hein, mais ce jeu existe. Mais non, j'en ai entendu parler, mais j'y ai pas joué. Non. C'est bon, Enfin, j'ai une vie quand même. non, mais J'ai des on bouches verra à bien. prendre. Et le prochain, du coup, il n'y a pas d'idée de nom, de machin. Ah non, de- pas du tout. Bah, on aura sans doute les annonces déjà une fois qu'on aura les prochains remakes, qui sont certainement des remakes de Noir et Blanc. Ah ouais. Là, on croise les doigts pour que. Ah, ça peut être lourd. Là, on croise les Fou, doigts fou. parce que Noir et Blanc, il y a Noir et Blanc et il y a Noir et Blanc 2. C'est les seuls jeux Pokémon qui ont une suite directe. Et du coup, les gens se posent un peu la question, est-ce qu'on va avoir un remake des 2 jeux ou juste de 1? Ce serait dommage qu'on en ait qu'un. Mais du coup, c'est ce Mec, qu'on vous attend en aurez potentiellement. On Vous espère aurez que qu'un, faut les faire remakes l'argent. seront meilleurs que les derniers remakes, quoi, aussi. Bah, les derniers remakes, c'est des remasters, quoi, concrètement. J'ai un peu en travers de ma gorge, moi. Ah ouais, Ça faisait 20 ans que je l'attendais, le truc. Ah. écoute, je suis très fan de Diamant et Perle. Donc,
quand j'ai eu les remakes, j'étais quand même content parce que c'est Diamant et Ouais, Perle, ce qui était bien moi à pas aussi, bouger. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus. Donc c'est pas vraiment un remake. toi aussi, t'étais là en mode, ah, c'est cool, c'est comme quand j'étais petit, mais il n'y a rien d'autre. C'est fini. C'est Ouais. c'est plus agréable parce que tu as quand même toutes les améliorations de qualité de vie des générations récentes, mais t'as pas vraiment grand chose de plus. Je crois quand même que j'ai préféré mon expérience, même en refaisant les anciens jeux. Parce qu'au final, là, c'est vraiment juste pour jouer sur la nostalgie, quoi. Et je trouve ça Ah, un mais peu la bas. mec, licence, c'est ça la fait de nostalgie. l'argent. Pour avoir fait l'original Diamant et les remakes littéralement à la chaîne, je dirais que je serais quand même peut-être un peu plus tenté de jouer au remake parce que tu as les améliorations de qualité de vie, genre par exemple le fait que tu as accès aux boîtes PC absolument partout, ou le fait que le farming est vachement moins chiant parce que tu as le multi-ex partagé. Oui, oui, c'est sûr, mais bon, ça a rajouté, ça permettait, ça ne permettait pas la casualisation du jeu aussi. C'était pas Ah, mal. les remakes sont quand même plutôt difficiles, je trouve, par rapport aux jeux Pokémon récents, hein. Ils gardent quand même une certaine Ouais. difficulté des originaux. Moi, ça m'a pas marqué plus que ça. Après, je connais les Oh, jeux, je comprends. je connais les Je sais originaux que j'ai par une cœur, opinion un donc. peu bizarre sur ces remakes, mais je comprends. Moi, je te dis, comme je connaissais par cœur, enfin, Pokémon Perle et Diamant, Mm. surtout Perle, quoi. Quand j'ai eu le nouveau jeu, j'ai l'impression de vraiment refaire Ah, la voilà, il n'y a pas dixième fois, grand-chose qui peut-être change, la hein, même on est aventure, d'accord. quoi. J'étais un peu dégoûté, quoi. Que ce soit même au niveau de même l'histoire, à la limite, ça change, mais le gameplay, c'est exactement le même. Il n'y a rien de. Je trouve ça Ah, triste. bah, c'est un gameplay qui marche, donc faut Oui, pas le changer, hein. mais contrairement à Omega, comment il s'appelle? Mega Ruby Evolution. Saphir. Ah, Omega Ruby, Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Ruby Omega Sapphire Alpha. Ouais. Le remake, il valait le coup, quoi. Mais là, Ah, Ah, de oui, toute bah, dans façon, ce pour sens-là, moi, oui. actuellement, le meilleur remake, c'est toujours Heart Gold et Soul Silver, hein. oui, Mais, mais même. Oui, Bah, très c'est bien. vrai. Bah, merci, Samy. C'est bien. de rien. Merci à toi.